Bonjour et bienvenue dans le premier épisode du Datomètre. 1515 Marignan. Y a-t-il date plus symbolique de l'histoire de France ? Tout le monde connaît cette bataille, peu en savent les enjeux. Et surtout, au final, est-ce une date importante ou pas ? Depuis Charles VIII en 1494, les rois de France tentent de prendre pied dans la péninsule italienne pour divers motifs et revendications. Charles VIII traversa ainsi sans trop de difficultés l'Italie pour s'emparer de Naples, dont il revendiqua la couronne, avant d'être chassé d'Italie l'année suivante par la coalition menée par la République de Venise. À partir de 1499, c'est au tour de Louis XII de tenter de s'emparer du royaume de Naples et du duché de Milan au passage. Divers renversements d'alliances et trahisons plus tard, il repart d'Italie en 1513 en ayant perdu toutes ses conquêtes. C'est dans cette droite lignée que François Ier franchit en 1515 les Alpes pour s'emparer du duché de Milan aux dépens de Maximilien Sforza. Marignan, c'est globalement le lieu où les troupes françaises rencontrent les mercenaires suisses au service du duc de Milan. Pourquoi signaler qu'ils sont suisses ? Parce qu'alors les mercenaires suisses sont réputés comme étant la meilleure infanterie qui soit. Si vous demandiez pourquoi le Vatican est encore aujourd'hui gardé par des Suisses, c'est pour cette raison, et la garde suisse pontificale date justement de 1505. Bref, environ 20 000 piquiers et hallebardiers marchaient pour le compte du duc de Milan. Face à cette muraille de fer, le point fort de l'armée française, sa cavalerie lourde, et sa stratégie sommaire mais généralement efficace du choc frontal est, disons, pas vraiment la plus adaptée. Vous me direz, ce ne serait pas la première fois que la noblesse française, qui composait cette cavalerie, soit décimée lors d'une simple bataille. Néanmoins, il ne faut pas se limiter à cette image d'Épinal. Sur les 30 000 hommes de l'armée de François Ier, au moins les 3/4 sont des fantassins, notamment des lansquenets, des mercenaires principalement germaniques, assez comparables aux piquiers suisses. Et adeptes de la négociation de terrain, puisque François Ier dut aller lui-même sur le champ de bataille leur promettre le tir du butin de Milan pour les retenir de s'enfuir. Enfin et surtout l'artillerie. Là où les mercenaires suisses ne disposaient que de quelques canons, les troupes françaises disposaient eux d'une 60aine de pièces lourdes et de près de 200 légères. Bref, après 16 heures de combat, et grâce à l'arrivée de quelques renforts vénitiens côté français, les troupes du duc de Milan sont vaincues. À court terme, Marignan permet un triple succès pour François Ier. Premièrement, Maximilien Sforza lui abandonne le duché de Milan, ce qui était quand même le but de l'opération. Deuxièmement, en 1516 est signée la paix perpétuelle avec la majorité des cantons suisses, où ceux-ci s'engagent à n'entrer au service que du roi de France, du moins entre les Alpes et la plaine du Pô, ce qui assurait à celui-ci d'avoir les meilleures troupes sur le terrain italien. Enfin, diplomatiquement, François Ier obtient du pape Léon X le Concordat de Bologne, qui permet au roi de France de nommer les évêques, ce qui lui permet à la fois de contrôler le haut clergé et au passage de récompenser sa clientèle en offrant des évêchés en récompense. Oh, vous êtes fous! Bah oui. Néanmoins, comme ses prédécesseurs, les ambitions italiennes de François Ier ne sont pas durables. Après le désastre de Pavie en 1525 face à Charles Quint, où François Ier lui-même est fait prisonnier, il abandonne toutes ses possessions et revendications italiennes. Toutes les campagnes suivantes seront des échecs. Au final, si Marignan est en soi une victoire indiscutable, c'est l'arbre étincelant qui masque la forêt des échecs militaires de François Ier. À l'instar de ses prédécesseurs, il échoue à s'installer durablement de l'autre côté des Alpes.